Yorana, moi c'est Veyana, épouse Tessier, maman de 2 petites filles vivant ici à Terre-Repos, victimes de ce sinistre du 1er mai 2023. Nous avons été victimes de la rivière Faouro qui ce jour-là nous a surpris, qui a débordé de son nid et qui a changé nos vies. Ce jour-là, on ne voyait rien de différent sur le cours. J'étais avec mes petites. Mon mari venait de quitter la maison pour se rendre au travail. Mon mari est sapeur-pompier volontaire, ici à Terre-Repos-Ouest. On était en train de dormir et on a été réveillés par un membre de la famille qui, lui, s'inquiétait déjà de la pluie qu'il y avait. On est sorti dans la cour, on est allé voir le petit ruisseau. Et à ce moment-là, l'eau avait déjà commencé à sortir de son lit. J'ai appelé mon mari pour lui dire qu'il fallait venir de suite. C'est là que j'ai vu un grand tronc d'arbre de pourreau passer dans la rivière, chose que je n'avais jamais vue auparavant, malgré toutes les fois où la rivière a pu couler. Et ça s'est enchaîné sur toutes les maisons. Et c'est là que j'ai commencé à prendre mon téléphone, à filmer un petit peu et voir que c'était impressionnant. C'était la première fois que je voyais ça, que je vivais ça ici. Et en revenant chez moi, je traverse encore une autre cour, celle de ma belle cousine, qui l'eau m'arrivait à là. Et à un moment donné, je voyais ses affaires partir avec l'eau passait par les louves de sa maison. Et ensuite, j'ai juste entendu un cri qui venait de chez nous. Ma première réaction, c'était de mettre mes filles à l'abri, qu'elles soient en sécurité. J'ai cru bien faire en essayant de s'enfermer dans la chambre, mais l'eau, elle est arrivée, elle a commencé à entrer dans la chambre, à monter. Et j'avais l'impression qu'on allait se noyer dans la chambre. Je me suis retrouvée prisonnière entre les affaires, j'étais bloquée, je ne pouvais plus bouger. Il a fallu que l'eau continue à monter pour que le frigo puisse commencer à flotter et que je puisse me dégager. Quand je me suis dégagée, j'ai pris ma petite. J'ai dit à ma grande de rester sur le lit en attendant que je revienne. Je l'entendais crier. À ce moment-là, on se sent impuissante. On ne sait pas quoi faire. On est paniqué. Je savais qu'il fallait que je la sorte de là. Je suis revenue vers la chambre. Ma fille était encore coincée à l'intérieur. J'avais du courant, j'avais pas de force, mais il fallait vraiment que je sorte ma fille de là. J'ai tout fait, j'ai donné tout ce que j'avais à ce moment-là. Les dernières forces qui me restaient pour pouvoir l'attraper par la fenêtre et la sortir de là. On a enjambé la clôture et tout, avec l'eau, le courant de l'eau. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il fallait partir vers le bord de route. Donc on s'est dit qu'on allait aller se réfugier sur la terrasse avec les enfants et c'est ce qu'on a fait. On a pris les enfants et on a essayé de traverser la cour comme on pouvait jusqu'à aller sur la terrasse. On ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. C'était le plus inquiétant pour nous. Est-ce que ça allait s'arrêter? La pluie ne s'arrêtait pas. Mais merci Seigneur. À un moment donné, ça s'est arrêté. Et voir ma belle-sœur qui était allée se réfugier plus loin encore, sur la terrasse d'un oncle, avec mes petites. Elles avaient peur, elles pleuraient, elles avaient froid, on était remplis de boue, mais elles allaient bien. Personne n'aurait cru qu'on venait de vivre ce qu'on venait de vivre. De la maison, de la terrasse où on était, on voit le pont. Et donc j'ai tourné ma tête vers le pont et j'ai enfin vu les secours. La première personne que j'ai vue, c'était notre mairesse, avec les pompiers. Le premier secours que j'ai vu, c'était mon mari, avec ses collègues de travail. Comme Veyana, elle avait dit juste avant, elle se sentait impuissante. Moi aussi à ce moment-là. Moi aussi à ce moment-là, j'étais sur la passerelle avec un matin impuissante. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? On pouvait pas venir ici au fond. On ne pouvait même pas aussi passer par ce chemin-là. Donc on était sur la passerelle. Tout ce que je voulais, c'est de savoir si tout le monde allait bien ici. Après, les secours sont arrivés, les pompiers sont arrivés, mais on ne pouvait pas venir. Il a commencé à faire beau. Le beau soleil, à ne rien comprendre, avec un joli arc-en-ciel. Un beau temps, un soleil éclatant, comme s'il n'avait jamais plu. On a été après à la rencontre de tout le monde. Une fois que l'eau était en bas, tout ce qu'on voulait savoir, c'est que est-ce qu'il y a eu des victimes ou pas.
Et c'est là où je voudrais dire Marurute à toi. Merci Seigneur. Parce que voilà, il n'a pas pris une seule vie. Bonjour à tous, alors je m'appelle Guillaume Ita, je suis docteur en biologie et directeur de l'UMR Sécopol pour santé et services des écosystèmes polynésiens. Alors en effet, notre planète subit de gros impacts liés aux activités humaines et vous avez probablement tous entendu déjà parler du jour du dépassement et dont l'objectif est d'essayer de comprendre à partir de quel moment de l'année on a utilisé toute la ressource que la planète pouvait nous fournir ou à quel moment on avait impacté cette planète par nos différentes productions. Par exemple, les gaz à effet de serre. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que bien, à partir du mois d'août, on a épuisé toutes les ressources de notre planète. Tous les pays utilisent trop de ressources et ça a un impact catastrophique sur notre planète. Eh bien, on va avoir un réchauffement très important au niveau planétaire et ça va avoir toute une série de conséquences qu'on subit déjà en Polynésie française, avec des événements climatiques extrêmes, comme vous avez vu, des houles très très fortes qui entraînent des inondations côtières, ou encore des pluies très fortes qui ont pu endommager des habitations à Te Aupo, comme on a pu le voir précédemment. En fait, on a toute une série de problèmes qui sont liés au réchauffement climatique et à la fonte de la calotte polaire, la montée des eaux qui va impacter les populations polynésiennes puisqu'elles vivent sur l'espace côtier, l'acidification des océans, mais aussi, bien sûr, ça va entraîner des déplacements de population. Donc il faut qu'on mette en place au niveau planétaire de nouvelles solutions pour éviter ces impacts. Et ces solutions, il faut qu'elles se développent sur un certain nombre d'activités les plus impactantes, comme le transport, par exemple, c'est 30% de l'émission de gaz à effet de serre. L'habitat, 23%, l'alimentation, 22%. Et la Polynésie est dans une situation extrêmement défavorable par rapport à ces éléments, puisque, comme vous le savez, elle n'est pas indépendante alimentairement, et donc elle importe des aliments ici. La Polynésie est une petite population qui, comme on l'a vu, subit de plein fouet ces impacts, alors que les impacts, ils viennent d'ailleurs. Pour diminuer ces empreintes environnementales, eh bien, il va falloir inventer de nouvelles façons de consommer, de se déplacer, de construire nos logements. Et tout ça, eh bien, ce sont des choses qu'il va falloir construire avec les populations, les scientifiques, les collectivités, de manière à mettre en place un fonctionnement durable et accepté de tous. En fait, on voit bien que ça va être l'affaire de tous que de trouver des solutions pour l'alimentation, pour l'habitat, pour les transports. Changer les habitudes, ça passe par l'éducation. L'éducation des enfants est absolument cruciale parce que c'est leur monde de demain qu'on est en train de préparer. Et s'ils ont intégré toutes ces notions, eh bien, ça va être des acteurs très actifs de ces changements. Donc il faut absolument leur parler dès le plus jeune âge, leur expliquer, et ce sont eux qui mettront toutes ces mesures en œuvre et qui vont améliorer les choses pour les générations à venir.